directeur de l'agence ERA Victor Louis à Talence, et Caroline Paroli, qui est cofondatrice de WeAct. Et ben écoutez, rapidement, on va dans ce cas-là, juste pour vous donner un petit peu l'organisation du webinar, on va démarrer tout de suite, comme ça on va essayer de tenir les délais, faire en sorte de vous libérer dans 45 minutes. Donc il y aura un premier temps d'échange avec Xavier et un temps de questions-réponses. Vous allez pouvoir lui demander, en fonction de l'échange, poser plus de questions sur son utilisation d'Enchère.imo. Et ensuite, Caroline vous présentera WeAct et bien sûr répondra aussi à vos questions. Voilà. Bon, alors déjà, bonjour Xavier. On va commencer avec toi alors. Bonjour. Tout d'abord, on va commencer un petit peu à introduire ton utilisation d'Enchère.imo. Déjà, qu'est-ce qui t'a donné envie d'utiliser notre solution quand on t'a contacté et depuis quand tu utilises Enchère.imo? D'accord. Alors, ce qui m'a fait utiliser Enchère.imo, c'est deux choses. Déjà, me différencier de mes confrères et concurrents, donc me différencier d'eux, et puis également obtenir la meilleure offre et avoir une force plus importante lorsqu'on passe une négociation avec des vendeurs, donc pour mettre en concurrence les acquéreurs, non pas obligatoirement pour avoir l'offre la plus haute, mais en tout cas pour justifier que la meilleure offre qu'on a obtenue est celle qui est la meilleure et qui est le prix du marché. Ok, c'est assez clair. Qu'est-ce qui aujourd'hui t'apporte Enchère.imo directement on va dire dans la vie de tous les jours de l'agence, que ce soit pour les acquéreurs ou pour les vendeurs ou même pour vous, tout simplement? Et pour répondre aussi à ta deuxième question, je suis en train de me dire que je n'ai pas répondu. Je l'utilise depuis le mois de décembre. C'est ça, effectivement. Voilà. Aujourd'hui, la première chose que je dis, donc me différencier de mes concurrents. Donc aujourd'hui, en tout cas au quotidien, c'est bien ça, parce que je crois qu'on est rendu à 8 ou 9 enchères de réalité. Il y en a une petite moitié où je pense qu'on a pris le mandat un peu grâce à ça. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura peut-être pas réussi à le prendre sans, mais en tout cas, ça a fait la différence vis-à-vis de notre vendeur. Voilà. Donc ça, c'est ça. Après, au quotidien, moi, je l'anime pas mal avec mes équipes également. Donc ils savent que lorsqu'on fait les enchères, il y a un petit apéritif, un petit apérimo en agence sans les clients, mais avec les négociateurs. Donc, ils savent qu'il y a ce petit échange de 1h30, 2 heures lors des enchères qui leur plaît bien aussi. Donc, il y a une animation d'équipe en même temps. Ok. Ouais, donc ça permet aussi de créer effectivement un esprit un peu de communauté pendant le temps des enchères avec les négos. C'est plutôt cool. C'est ça. Dans ce cas-là, je pense qu'ensuite on va un peu axer les questions sur deux types, donc le discours vendeur et ensuite la commercialisation et le discours acquéreur. On va commencer par le début, parce qu'il faut un vendeur avant d'aller chercher des acquéreurs. Quand est-ce que tu présentes la solution? Moi, je la présente dès l'estimation. Alors, nous, j'imagine que je ne suis pas le seul, mais on a un book qu'on présente pour présenter nos services. Lors soit du premier rendez-vous, soit lors du rendu d'esti. Nous, c'est vraiment expliqué dès à ce moment-là. On leur explique les avantages et la mise en concurrence des acquéreurs. Donc, c'est vraiment dès le départ du projet qu'on leur explique cette solution. On va, par expérience maintenant, un petit peu sur les 6-7 mois qu'on l'a utilisé, ça va vraiment plaire, on va revenir un peu sur le son casse, mais ça va vraiment plaire à ceux qui recherchent de la nouveauté et à ceux qui veulent de l'argent parce qu'ils ont l'impression, en leur vend le fait qu'on pourra peut-être le vendre sur notre fourchette haute, voire même au-dessus de notre fourchette haute, comme c'est arrivé une fois. Ouais, ok. Est-ce que maintenant, tu vois, je pense que tu as l'habitude maintenant de présenter la solution à des vendeurs. Est-ce que tu as observé des questions récurrentes de la part des vendeurs ou des points où justement ça va amener à le faire réfléchir, etc., quand tu leur présentes la solution? Alors, les vendeurs, c'est pas le plus difficile, sincèrement. C'est ce que je t'avais déjà expliqué. Sincèrement, les vendeurs, ils accrochent assez facilement. Il y a quand même une question qui revient, c'est le fait d'être bloqué par la meilleure offre et qui n'est peut-être pas l'offre qu'ils s'attendent. Donc, c'est plus d'être engagé par la meilleure offre qui les inquiète. Donc, moi, je les rassure en leur disant que si on n'a pas atteint leur prix,
on est dans une négociation classique après, et puis voilà. Mais je pense que, enfin, en tout cas, nous, c'est le ressenti que j'ai de mes équipes et de mes rendez-vous. C'est vraiment ça. C'est le fait d'être bloqué sur la meilleure offre qui n'est peut-être pas l'offre qu'ils espèrent. Ok, ouais, donc effectivement, là-dessus, tout simplement, tu les rassures en leur disant que s'il n'y a pas, on n'a pas atteint le prix de leur mandat ou le prix de réserve, évidemment, ils sont libres de ne pas vendre. Ok. Est-ce que tu as observé une typologie de bien qui revient ou Alors, sur lequel la solution se prête plus, ou est-ce que pour toi, ça se prête sur tous les biens? alors, j'ai pas encore assez de recul pour avoir testé tous les biens. Aujourd'hui, on l'a surtout testé sur beaucoup de, entre guillemets, petits produits. Alors, chez moi, petits produits, c'est moins de 300 000 quand même. Mais aujourd'hui, on est essentiellement sur de l'investisseur, que ça soit sur, là, on a vendu des appartements de 4 ou 5 chambres grâce à ça, mais on est sur Talence, on est sur une ville étudiante, et donc on est à nouveau sur ces grands appartements-là, sur de l'investisseur, puisqu'on fait de la colocation après derrière. J'ai quand même un ou deux exemples sur de la petite maison, donc ça a bien fonctionné également. Après, voilà, au-dessus de 350-400, pour le moment, j'ai pas eu d'exemple. On n'a pas réussi encore à vendre le produit sur ces produits-là. Ok. Ok. Et en termes de comment dire, un peu aussi typologie, toi, c'est un système que aujourd'hui tu utilises plus pour de la prise de mandat ou sur des biens que tu avais pu avoir en stock depuis longtemps et où ça a peut-être permis de trouver une solution? Alors, on a la chance normalement de ne pas avoir beaucoup de vieux mandats, nous, sur le secteur. Mais on l'a quand même utilisé, je crois, à deux reprises, il y a deux reprises, sur des stockages, un produit qu'on avait depuis un petit moment. Mais la grande majorité des cas, c'est des produits neufs qu'on prend en mandat. Après sur le déstockage, en tout cas sur les deux exemples qu'on a fait, ça a quand même très bien fonctionné, puisque ça a permis d'avoir des offres et de négocier avec le client en lui disant que depuis le temps qu'on avait le mandat et qu'on a que ce prix-là au maximum, c'est que ça ne vaut pas plus. Donc ça a bien fonctionné. Il y en a un des deux où ça faisait plus d'un an, non? Ça faisait presque 2 ans qu'on l'avait avec 2 sœurs qui étaient têtues et je crois que j'ai plus les chiffres en tête, mais grosso modo, ça faisait 2 ans qu'on était à 290 000 euros. On a réussi à faire une baisse de prix donc à 260 avec un prix de départ affiché sur les enchères à 220. On a fini à 245 et voilà. Donc finalement, ça nous a permis de débloquer les choses. Ouais, carrément. Ok, top. Dans tous les cas, si vous voyez d'autres questions pour le discours vendeur, n'hésitez pas à les poser dans le chat. On y reviendra pendant un petit temps de questions-réponses. Et maintenant, Xavier, je te propose qu'on passe sur la partie commercialisation et discours acquéreur. Tout d'abord, comment est-ce que tu organises tes commercialisations avec le système? Alors, j'ai perdu la fin de ta question. Comment j'organise les visites, c'est ça? Pardon. Non, comment tu organises la commercialisation au sens large avec le système? Est-ce que là tu l'as entendu? Oui, c'est bon. Après la commercialisation, moi je la fais comme sur un mandat exclusif, donc il n'y a pas de différence là-dessus, à part le texte que vous aviez préparé et que je rajoute dans le corps de texte, pour que quand quelqu'un voit l'annonce sur mes supports publicitaires, il sache dès le départ qu'on est sur une vente aux enchères et que le prix affiché n'est qu'un prix de départ. Voilà, donc au niveau commercialisation, voilà, rien de plus que ce qu'on fait sur du mandat exclusif, puisque bien entendu, sur les enchères, on n'est que sur du mandat exclusif. Voilà pour la commercialisation. Et en termes de durée, moi, je sais à peu près combien de temps tu mets tes biens en commercialisation, etc. Mais est-ce que tu peux revenir un peu sur l'organisation de ta commercialisation, au sens le nombre de jours où tu vas commercialiser le bien, le temps de l'enchère que toi, tu choisis, etc. En général, on est sur du 3 semaines. Quand on est vraiment sur des produits du style studio, où on sait que de toute façon, en 1 semaine, on aurait possibilité de le vendre, là, on va plutôt être sur du 15 jours. On va mettre 15 jours. Mais en moyenne, on est sur du 3 semaines de commercialisation. Et puis après, sur du 3 heures d'enchère. Ok. Et pendant cette commercialisation, on a un peu fait les deux.
On a un peu fait les deux, ça dépend un peu du bien, mais sincèrement, je commence à m'orienter sur ma deuxième solution. La première, on faisait des visites classiques, on prenait les rendez-vous et puis voilà. Je commence plutôt à faire des créneaux de visite, donc style porte ouverte, que je trouve pas mal parce que ça met encore plus en concurrence les acheteurs, puisqu'ils sont en concurrence pendant l'enchère, mais ils sont aussi en concurrence pendant les visites. Donc, je commence à m'y mettre un petit peu plus sur cette deuxième solution. Ouais, je pense que tu as raison là-dessus. Je pense que c'est assez intéressant parce que ça leur permet de se voir ou de se croiser et de comprendre qu'il y a un vrai enjeu et qu'il va falloir mettre sa meilleure offre, quoi. Donc, je pense que c'est assez intéressant de faire ça. Donc, top. La question porte ouverte, j'allais te la poser. C'est excellent. Sur la partie, comment on va dire que donc, tu commercialises les biens. Vous avez à ce moment-là des premiers calls entrants au niveau de l'agence. Comment tu réponds à ces calls? Est-ce que directement, tu vas parler du bien et tu vas dire qu'il y a un système de vente interactive? Et quelles sont, on va dire, les très premières explications sur le système que tu donnes? Alors, c'est vrai que c'est ce que je disais tout à l'heure. Au niveau vendeur, c'est assez facile au niveau du discours. Au niveau de l'acquéreur, il y a quand même une pédagogie à faire. Alors, maintenant, en 6 mois, alors est-ce que c'est nous qui sommes mieux rodés ou est-ce que les gens qui cherchent sur Talence ont commencé à avoir l'habitude de voir un peu les ventes aux enchères? Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a des acquéreurs qui sont… les explications sont plus rapides, on va dire. La première inquiétude, enfin la première question de l'acquéreur, c'est de comprendre quel est le principe, ce qui me paraît logique. C'est vraiment assez rapidement, dès qu'il nous appelle, c'est j'ai vu le texte, c'est quoi votre histoire d'enchère? Voilà. Donc, il faut qu'on leur explique ça. En réalité, quand on creuse un peu, souvent, l'inquiétude, il y a 2 inquiétudes. Une première, c'est d'avoir peur de monter trop haut. C'est qu'on a eu souvent des personnes qui nous ont dit « Oui, mais j'ai peur de monter trop haut, est-ce que ça sera le prix du marché ?» etc. Donc, nous, on leur explique que s'ils sont en concurrence à 2 ou à 3, il y a de fortes chances que le prix du marché, il est parce que s'il y a 3 personnes à monter, c'est pas qu'on monte trop, c'est que c'est le prix du marché et un point c'est tout. Donc bon, ça ils le comprennent assez rapidement. Et après la deuxième, c'est souvent la question, oui, mais moi je suis pas agent immobilier, je sais pas comment fixer un prix. Donc nous souvent on a toujours le même argument en disant, de toute façon vous ne serez pas tout seul, c'est que si vous montez sur quelqu'un d'autre, c'est qu'a priori si vous êtes 2 à vouloir avoir le bien, c'est que vous estimez tous les 2 que le bien est à ce prix-là. Et après, on leur donne l'exemple inverse, c'est-à-dire qu'on leur dit, aujourd'hui, quand vous avez acheté un bien, est-ce que vous avez systématiquement fait une offre au prix? Donc, on nous répond souvent, ah non, on a toujours voulu négocier. Donc, on leur dit, ça veut dire que vous arrivez à fixer un prix, mais dans le sens inverse. Donc, quand le bien est affiché à 300, vous faites une offre à 280. Là, c'est l'inverse. Le bien est affiché à 250 et à vous de faire une offre à 280 grâce aux enchères. Et peut-être qu'en plus, vous aurez de la chance que ça s'arrêtera à 275. Voilà. Donc, on les rassure vraiment là-dedans et on les rassure également sur l'engagement, parce que c'est qu'ils ont aussi un peu peur d'être engagés, de ne pas avoir la condition suspensive de prêt. Enfin, voilà, ils ont un peu peur, ils confondent un peu avec les enchères. Voilà, tout à fait. Les adjudications où là, vraiment, il est engagé, il y a une somme à verser pour pouvoir participer, etc. Donc, on leur dit bien que c'est vraiment une méthode de prise d'offre à ce niveau-là. Donc, c'est vrai qu'il y a un peu ces trois inquiétudes sur lesquelles il faut régler. Bon, comme je vous dis, alors soit c'est notre discours qui est mieux rodé, mais j'ai l'impression que les acheteurs maintenant nous posent un peu moins de questions lors de ces annonces. Ok. Non, mais clairement, moi, c'est vrai qu'effectivement, de la part d'un acheteur, c'est assez légitime de se poser la question, est-ce qu'il va devoir payer des arts ou un droit de participation, etc. Tout simplement, je pense que toi, tu as le bon discours, c'est de dire, c'est pas compliqué, simplement, vous allez remettre une offre comme vous la remettriez, sauf que c'est sur une plateforme et vous pouvez voir les offres des autres. Mais à la fin, de toute façon, ils vont faire une offre ferme, il va y avoir un compromis de vente, ils gardent tous les délais légaux de rétractation, enfin, ils ont toute la sécurité finalement de travailler avec un agent immobilier et de pas aller enchérir sur une enchère judiciaire ou notariale. Ouais. C'est quand même le gros avantage. Non, c'est très clair. Il y a un message là, c'est HB Ivo qui dit je ne suis pas pour les visites groupées, on ne peut pas cerner vraiment l'acheteur. Quand je dis visite groupée, c'est qu'on a quand même des créneaux horaires, d'autant plus avec le Covid, etc. On a des créneaux horaires, donc ils ne se retrouvent pas à 10 dans le bien. On leur précise dans l'annonce qu'on aura un créneau horaire de 17 à 19 heures, par exemple.
mais sur prise de rendez-vous. Donc, ils se croisent éventuellement, celui qui part croise celui qui arrive. Et comme il y en a toujours un ou deux qui sont en retard ou en avance, voilà, donc ils se croisent un peu, mais ils restent dehors le temps que celui qui est à l'intérieur de la visite de l'appartement ou de la maison soit sorti. Oui, ce qui en soi vous permet de répondre à leurs questions individuelles, précises, sans qu'il y ait du monde autour, évidemment. Tout à fait. On garde quand même un peu d'intimité pendant la visite du bien. Non, bah c'est assez clair. Est-ce que vous avez peut-être des questions enfin, je vois que vous avez beaucoup de participants. Est-ce que vous avez peut-être des questions à poser à Xavier sur des points précis où vous, justement, c'est pas forcément clair pour vous, etc. Quelle est la fourchette d'enchères en général utilisée pour les paliers? Ah, le montant du palier en fonction du bien? Je pense que c'est peut-être ça la question. Ça, je pense. Alors, oui. Moi, aujourd'hui, sur des petits prix en dessous de 200 000 euros, je suis souvent sur des enchères, des paliers à 1 500. Sur des prix au-dessus, je suis souvent à 2005. Et j'ai pas encore fait des enchères au plus de 400 000, mais après, à voir combien je mettrai. Mais après, je pense qu'il faut pas avoir des paliers trop hauts non plus. Parce que, enfin, après, tu vas peut-être plus répondre que moi, Louis, mais je pense qu'il ne faut pas avoir des enchères trop hautes parce que ça veut dire qu'une enchère à 2005, ça veut dire qu'il surenchérit à 5000 par rapport à sa enchère précédente. Donc, il faut rester sur des montants, je pense, assez pas trop hauts pour pas qu'ils hésitent. Ouais. Bon, attention, nous là-dessus, enfin, ce qu'on préconise, c'est complètement aligné avec toi. Nous, la réponse simple qu'on donne, c'est le palier, c'est 1% du prix. Donc, tu vois, si on est sur un bien à 200 000, c'est 2000, etc., etc. Après, effectivement, pour les biens à moins de 100 000, les paliers à 500 euros, c'est un peu ridicule. Donc, dans ce cas-là, faire un minimum à 1000 ou 1500, quoi. Mais oui, c'est un peu l'idée. Et nous, de toute façon, on a fait peu de biens au-dessus du million. On a dû faire un ou deux. Et dans ce cas-là, un palier à 10 000 euros, c'est pas choquant. De toute façon, on est sur des biens à des montants qui sont un peu différents. Donc, ouais, globalement, ce que tu dis, ou 1% du prix du bien, ça semble pas mal. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Quel jour et heure commencent les 3 heures? Oui, alors toi, typiquement, on n'est pas venu sur cette partie-là. Comment est-ce que tu organises, on va dire, tu as fini tes visites? Là, à ce moment-là, tu as des personnes qui sont intéressées. Comment est-ce que tu t'occupes de la validation des dossiers jusqu'à l'inscription à l'enchère? Puis, Alors, moi, le jour de l'enchère, comment vous fonctionnez? Ouais. Nous, normalement, on est censé le faire sur toutes nos offres d'achat, mais un petit peu plus là, systématiquement, on a le plan de financement du client pour pouvoir inscrire le plan de financement, soit une simulation de la banque ou de notre courtier. Mais il nous faut vraiment un plan de financement fait pour pouvoir les inscrire aux enchères. Ça, c'est la première chose. La deuxième, au tout début, j'avais fait le samedi soir, mais c'était parce que je voulais pas louper mes premières enchères. Donc, je faisais du 17h, du 16h30, 19h30, je crois, de mémoire. Voilà, en sachant qu'en réalité, c'est toujours dans la dernière demi-heure que ça bouge. Hein. Les deux premières heures 30 sont en général très calmes. Là, aujourd'hui, on a réussi, et je pense que c'est plutôt pas mal. Je le fais le jeudi soir, et je trouve que c'est pas mal. On n'est pas dans le week-end, on n'est pas le mercredi où ils ont tous les enfants, etc. Enfin, voilà, le jeudi soir, je trouve que personnellement, en tout cas, c'est un créneau que j'aime bien, et je le fais toujours entre 16h30 et 19h30. Et là, c'est ce que je dis. Donc, on fait un apéro avec l'équipe. Il y a une relance réelle de tous leurs acquéreurs. C'est-à-dire que donc ils les relancent en disant attention, à 16h, ils leur disent attention, dans une demi-heure, ça ouvre. Les acquéreurs sont prévenus que, en général, ça ne bouge que dans la dernière demi-heure. Il y en a quand même certains qui se renchérissent dans la première demi-heure, mais ça reste que du cas particulier. Donc c'est pareil, on prévient nos acquéreurs pour pas qu'ils se disent finalement ça n'intéresse personne, donc j'arrête, ça ne m'intéresse pas non plus. Donc ils savent que c'est vraiment dans la dernière demi-heure que ça bouge. Et après, dès qu'il y a une enchère, mes équipes envoient des messages à leurs clients en leur disant attention, il y en a un qui a surenchéri, attention, on est à 20 minutes de la fin, attention, on est à 5 minutes, etc., etc. Donc il y a vraiment une animation de mes équipes sur leurs acquéreurs. Excusez-moi, juste une petite question du coup pour revenir au créneau là, de l'enchère.
Du coup, pourquoi est-ce que vous avez pris le parti de faire 3 heures d'enchères, sachant que ça enchérit que la dernière demi-heure et pas 1 heure? Pourquoi pas? Oui, bonne question. Non, parce que je me suis dit que 3 heures, ça permettait aussi aux gens de se connecter. On a eu quelques-uns, des fois, qui avaient des problèmes de connexion, donc ça nous a permis de les aider à se connecter, etc. Donc, on leur dit quand même d'essayer de se connecter au début des enchères pour voir s'il n'y a pas de problème. Vous n'avez jamais testé encore le fait de le faire sur 1 heure? J'ai pas testé plus court, non. J'ai juste vu une question de Serge. Quel argument donne-t-on quand le client a peur de nous donner une simulation de banque par peur que l'agent et son client vendeur soient au courant de sa réelle capacité d'achat et du coup, on ne se contente pas d'une offre négociée? Le client vendeur, de toute façon, vous n'allez pas lui communiquer le financement. Et vous, en tant qu'agent, c'est simplement le financement qui va vous permettre de comprendre si la personne est sérieuse ou pas. Après, ce que je pense, c'est peut-être que Xavier, tu vas pouvoir rajouter quelque chose là-dessus. C'est pas parce que quelqu'un a un budget de 300 qu'il va payer 300. Peut-être qu'il a prévu que de mettre 250 ou 240. Ah On ouais, est d'accord là-dessus. Ouais. Puis sur une vente traditionnelle, en transmettant des offres, on transmet aussi la simulation de financement et le plan de financement, etc. Donc ça change rien par rapport à une vente traditionnelle. Et Caroline, tu posais la question si c'était un mandat de recherche. En fait, de toute façon, à mon sens, de toute façon, Xavier, je vais te laisser répondre parce que nous, on propose un avenant en mandat que vous mettez, on va dire, pas avec ou en complémentaire avec vos mandats c'est des mandats de recherche exclusifs, non? Techniquement, au sens juridique. Même si on appelle ça un mandat de vente, dans tous les cas, c'est un mandat de recherche, non? Alors non, c'est deux choses différentes, le mandat de recherche et le mandat de vente. Nous, on ne fait pas signer de mandat de recherche, en tout cas à nos acquéreurs sur ce type de bien, sur ce type de vente. Ah, d'accord. Okay. Nous, on est vraiment sur. Ok, j'ai compris. Mais je vais répondre peut-être oui dans ces cas-là. Et en parlant du bon de visite, est-ce qu'il faut que ce soit un bon de visite adapté aux enchères ou un bon de visite basique, donc automatiquement qui va ressortir que le prix de départ fonctionne? Oui, parce qu'en fait, on a rajouté une clause. Louis l'explique. Enfin, moi, j'ai rien rajouté sur mon bon de visite, puisque le bon de visite fait référence à mon mandat et le mandat explique bien qu'on est sur un prix de départ. Avec un avenant qui explique qu'on est sur une vente aux enchères, etc. Okay. Exactement. Est-ce que vous avez d'autres questions pour Xavier avant qu'on passe à la présentation de Caroline? Il vous reste quelques minutes si vous voulez. Dans ce cas, c'est que c'était extrêmement clair. Merci Xavier. Merci à tous. Ouais, merci beaucoup. Dans ce cas-là, merci beaucoup Xavier. Merci à vous pour vos questions. Évidemment, si vous avez d'autres questions. Ah bah voilà, encore une. Juste une, est-ce que quelqu'un a un exemple? Je suis en train d'en créer un, là, mais je voulais savoir si quelqu'un avait déjà créé un dossier d'agrément. Un dossier d'agrément? C'est-à-dire que moi, je pense que comment je vais fonctionner, pour rassurer mes vendeurs sur le profil des acheteurs lorsqu'on va les inviter à la salle d'enchères, après la visite, s'ils valident la visite, je vais leur donner un dossier basé sur le principe là, sur les ventes aux enchères notariales, un dossier d'agrément où il explique le plan de financement, etc. etc. Vous ne faites pas ça? Non, j'utilise des supports que Louis et son équipe ont préparé, mais en tout cas, après, okay. Non, je fais rien. Ouais, avec la partie financement, etc. Ouais. Mais c'est vrai que je pense que, nous, typiquement, dans les supports qu'on vous donne, il y a beaucoup moins de choses que les notaires quand ils font leur élément interactif. Après, le principe, c'est que les notaires, leur dossier, il est plus lourd aussi. Hein. Mais après, à voir entre l'équilibre que vous voulez trouver, entre les informations qu'on vous conseille d'aller chercher auprès des potentiels acquéreurs et toutes les informations que les notaires, eux, vont chercher. Mais le tout, c'est que finalement, pour être sûr du sérieux de quelqu'un, vous l'avez rencontré, il a visité, il vous a donné son financement, son projet, etc. Normalement, à ce moment-là, vous commencez quand même à cerner un peu, comme dirait Christine Berger, à cerner les acquéreurs. Ok. Alors, j'ai vu qu'il y avait quelque chose dans le chat. Non, merci. Ok, nickel. Bon, dans ce cas, merci beaucoup, Xavier. Et Caroline, à toi. Ouais. Alors,
Merci Louis pour ton invitation. J'espère que vous m'entendez bien tous. Oui. Ouais, en tout cas, moi, c'est nickel. Ok, très bien. Écoutez, je me présente. Donc, Caroline Paroli, je suis la cofondatrice de WeAct, qui est une plateforme digitale qui permet aux agents immobiliers, aux mandataires immobiliers d'obtenir des compromis de vente en 72 heures qui sont validés par notre équipe de clercs de notaire. Alors, c'est complètement la suite des enchères, par exemple. Ça peut s'appliquer tout à fait à ce cas-là. Et merci Xavier pour ce témoignage qui était très clair et qui rend vraiment très concret l'application finalement de enchères IMO. Donc, à la suite des enchères, je vais prendre cet exemple-là. Vous êtes ravis d'avoir vendeur-acquéreur et l'offre. Et après, la gamme commence. Je suis j'étais du côté obscur, alors je peux me permettre quelques blagues sur les notaires. J'ai exercé 15 ans dans le notariat. Donc, vous pouvez faire vos blagues, taper du sucre dans le jeu des notaires, il n'y a aucun souci. Je comprends tout à fait, j'adore le métier, j'en suis passionnée. J'exerce aujourd'hui autrement. On n'est pas un office notarial aujourd'hui, on est bien une plateforme digitale. Alors, comment fonctionne WeAct? Tout simplement, lorsque vous avez l'offre du client, vous pouvez déposer vos documents sur notre plateforme avec une inscription préalable, évidemment. Vous nous indiquez quel est le vendeur, l'acquéreur, quel est le prix de vente, et vous choisissez la date à laquelle vous souhaitez être livré du compromis. Notre équipe en back-office, notre équipe de clercs de notaire, va vérifier vos documents, va générer un compromis de vente et à la date à laquelle vous souhaitez être livré, va vous mettre à disposition en ligne le compromis. Vous pourrez alors le signer de manière électronique avec vos clients. Vous pourrez aussi notifier le droit de rétractation SRU et l'envoyer ensuite directement au notaire. Voilà, je vous ai fait une présentation assez courte. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je pense que la question principale qui vous vient aux lèvres, c'est le tarif. Alors, le tarif pour les agents, il est gratuit. Pourquoi? Parce qu'on a choisi de garder le même parcours classique. Lorsque le client va chez le notaire, c'est lui qui paye les honoraires du notaire. Et il paye entre 200 et 300 euros d'honoraires au notaire et on va dire 125 € de frais d'enregistrement auprès des impôts, ce qui fait une globale. On vous a perdu là. Ah, Caroline, tu as sauté. Vous m'entendez? Oui, là on t'entend. C'est bon. Ah, j'étais coupée, je croyais. Voilà. En plus, quand je parle du tarif, je suis coupée, donc c'est comme ça. Est-ce qu'il y a des questions? Ou est-ce que vous voulez que je reprenne une certaine tarif? Alors, juste moi, pour revenir sur le tarif, je ne sais pas si vous avez tous entendu. Donc, moi, ce que j'en ai compris, c'est que ça compte rien, en fait, aux professionnels, puisque finalement, la personne qui va payer la préparation de l'acte, finalement, c'est un acte de rédiger le compromis, c'est l'acquéreur. C'est bien ça? Ou le vendeur, peut-être, je sais plus. Moi non plus, je n'ai pas entendu. Vous avez le choix, c'est-à-dire aussi. Alors, vous avez le choix, c'est-à-dire que oui, 95% du cas, l'agent choisit de faire payer l'acquéreur, ce qui ne choque personne puisque c'est le parcours classique. Vous avez des cas, par exemple, quand on a un agent qui souhaite offrir la prestation à son client, là, il va pouvoir régler lui-même sur la plateforme directement. Ou s'il y a un arrangement entre les clients, c'est le vendeur qui va payer, souvent dans le cadre d'une succession. Mais ça reste résiduel et la plupart du temps, c'est l'acquéreur qui paye. Je vais même aller plus loin. Prenez le cas d'un acquéreur qui va avoir signé le compromis, donc il va l'avoir payé. C'est quand même un engagement fort de sa part d'avoir tout de suite payé le compromis. S'il se rétracte derrière, finalement, et que vous avez un autre acheteur, vous pouvez tout à fait faire payer le deuxième acheteur la prestation et lui ne se rendra pas compte que quelqu'un avait déjà payé la prestation avant. Mais vous mettez à jour votre dossier, vous savez qu'il est traité et qu'avec ce nouvel acquéreur, voilà, vous avez un compromis de la même manière très rapidement.
Alors, on a deux questions. Alors, tout d'abord, j'ai donné ton mail dans le chat, comme ça, vous pourrez contacter Caroline. On a une première question de Serge qui est c'est quoi l'avantage par rapport au fait d'envoyer les infos directement au notaire? Alors, c'est le délai, tout simplement. Vous avez la chance d'avoir une équipe de clercs de notaire chez nous qui a un minimum de 7 à 10 ans d'expérience en office notarial et ils sont venus travailler chez nous, chez le notaire. Alors, suivant les régions, vous passez 2 semaines à 8 semaines d'attente entre l'offre d'achat et le compromis. Le notaire va peut-être vous dire 2-3 semaines, mais en réalité, le temps va s'étirer. Il va toujours vous demander un document supplémentaire. Il va finir par vous amener à 4 à 5 semaines. Alors oui, vous aurez le cérémonial du bureau, le cérémonial du notaire, etc. Mais le problème, c'est que pendant ce temps-là, votre acquéreur continue ses visites. Votre vendeur, il peut trouver lui-même un bien. Et d'après nos statistiques, alors sur 4 ans, hein, on constate qu'il y a un dossier sur 3 qui tombe avant la signature du compromis, justement parce qu'il y a un délai trop long qui s'étale entre l'offre et la signature réelle du compromis de vente. Tant que les clients ne sont pas engagés avec le compromis, que ce soit, on va dire, juridiquement ou même de manière psychologique, hein, ils ne sont pas tenus et du coup, ils peuvent vous échapper et là, vos honoraires s'envolent aussi. Bien sûr, complètement. Non, mais en vrai, moi, j'avoue que Caroline, on avait discuté pour la première fois de nos différents systèmes, je crois, au mois de février ou mars. Moi, tout de suite, j'ai trouvé que ça avait beaucoup de valeur pour tout agent immobilier et encore plus, je pense, dans l'intégration avec un produit comme Enchère.imo parce que tout le sujet d'Enchère.imo, c'est de se dire rapidement, on va avoir des offres les meilleures possibles en fonction du marché et les transmettre aux vendeurs. Mais c'est vrai que si on signe pas un compromis dans la foulée, entre guillemets, ça sert à rien d'avoir été plus rapide en amont pour que on perde du temps en aval. Et on a eu le cas, hein, typiquement d'un bien qui avait été vendu sur la plateforme, le prix accepté, tout bon. Et en fait, le compromis a mis plus d'un mois à se signer. Et moins d'une semaine après la signature du compromis, les gens sont rétractés et on dit ah oui, en fait, le mois dernier, on a continué nos visites, quoi. Donc c'est trop bête d'avoir entre guillemets la meilleure offre sur une plateforme pour pas loquer le plus rapidement possible les gens, quoi. Le but, c'est quand même de faire en sorte qu'ils signent le compromis et qu'ils soient loqués. Alors, je vois qu'on a deux autres questions. Alors, je vais on a trois autres questions, pardon. effectivement. Alors, tout simplement, le dépôt de garantie pour la réception du projet, le dépôt de garantie, il va être chez le notaire. Nous, on n'est pas habilité à avoir des fonds. Vous, pas forcément, ou vous ne souhaitez pas le faire. Dans ce cas, dans le compromis, on indique bien que l'acquéreur a un certain délai, en général entre 8 à 10 jours, pour déposer les fonds chez le notaire qu'il a choisi pour le représenter ou le notaire du vendeur. Allô, vous m'entendez? Oui, on vous entend. Bonjour. Oui. Oh, désolé, j'arrête d'écrire parce que en fait, je me rends compte qu'on ne me comprend pas. Non, je parlais un délai garanti pour la réception du projet. Ah oui, là, bah oui, c'est le délai que vous choisissez. C'est-à-dire que quand vous souhaitez recevoir le délai en 72 heures, par exemple, là, on est jeudi, vous le souhaitez pour lundi ou mardi, le délai est garanti pour lundi et mardi ou mardi. C'est le délai que vous avez choisi et ce jour-là, vous recevez une notification et vous recevez votre projet. Pourquoi on va plus vite? Le délai le plus court, pardon, c'est 72 heures? C'est 48 heures, le délai le plus court. Il y a une majoration sur le tarif qui vous indique au moment où vous choisissez la date. Donc, si vous ne voulez pas la majoration, il vous suffit de jouer sur les dates et de voir à partir de quel moment les 72 heures sont passées et vous n'avez plus la majoration. On a des spécialistes du 48 heures, c'est pour ça que je vous le dis. Il y en a qui veulent un 48 heures et à ce moment-là, le compromis est livré. Alors, on ne vous laisse pas tout seul, c'est-à-dire qu'on communique avec vous grâce à une messagerie. Vous pouvez aussi poser des questions aux clercs qui s'occupent de votre dossier par la messagerie. La plupart du temps, c'est pour vous demander un document complémentaire. Par exemple, on s'aperçoit que le diagnostic thermique est périmé. On va vous dire, attention, merci, on vous invite à déposer le diagnostic thermique à jour sur la plateforme. Une fois que c'est fait, à ce moment-là, voilà, il est intégré, il est validé par notre équipe et on vous débloque la notification SRU. Parce qu'il faut savoir que pour vous permettre à vous, en tant que directeur d'agence ou à vos agents co ou vos mandataires, de ne pas faire signer n'importe quoi à vos clients, et on protège aussi votre carte T, si un document est manquant, à ce moment-là, on va estimer que vous ne pouvez pas réaliser la notification SRU à l'acquéreur, et donc le système va la bloquer.
Donc ça, c'est un moyen pour sécuriser l'opération, pour sécuriser votre responsabilité aussi. De la même manière, on va indiquer dans le compromis que le conseiller immobilier a bien indiqué à l'acquéreur et au vendeur que, par exemple, l'assainissement n'est pas conforme et que le vendeur a bien conscience qu'il va devoir faire les travaux, ou que l'acquéreur a bien conscience qu'il est bien en l'état sans aucun recours contre le conseiller immobilier qui a bien exercé son devoir de conseil. Ça, vous ne verrez jamais ça dans un compromis qui est rédigé par un notaire. Donc, l'important aussi, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est qu'on vous accompagne aussi dans votre devoir de conseil et on appuie là-dessus. On peut aussi vous indiquer quels sont les leviers de négociation si on en découvre un. L'assainissement n'est pas conforme, on va vous demander est-ce qu'il y a bien un accord qui a été conclu entre le vendeur et l'acquéreur sur les travaux éventuels. Ça, ce sont des bombes à retardement que vous avez en général au moment du compromis, mais qui explosent à la figure de tout le monde au moment de la vente parce que personne n'a vraiment fait attention ou dans le feu de l'action, c'est passé à la trappe et c'est au moment de la vente qu'on s'en rend compte. Alors, on me demande aussi Modelo. Je prends juste le fil des questions, puis après, je vous écoute sur la suite. Pour Modelo, alors Modelo, c'est un logiciel automatisé. Donc, c'est une autre philosophie, c'est-à-dire que vous êtes tout seul devant votre logiciel et il n'y a personne pour vous dire si ce que vous avez coché, c'est bon ou c'est pas bon. Nous, on fait office d'humain. On est une plateforme digitale, mais derrière, il y a de l'humain et c'est ce qu'on prône. On a envie quand même qu'il y ait un contact, qu'il y ait quelqu'un avec vous qui vous accompagne et vous savez qu'on est là, on ne vous laisse pas tomber et on vous accompagne jusqu'à la signature du compromis. Alors, si vous voulez continuer la question. Je crois qu'il y avait la question de Christine. Je crois pas que tu as répondu. Pour la réitération, c'est chez le notaire. Comment réagit-il? Alors, le notaire n'est pas exclu. C'est-à-dire que dès le compromis, vous avez un bouton sur notre site qui vous permet d'envoyer le projet d'acte au notaire. Souvent, les clients le souhaitent, que le notaire regarde, jette un œil sur le compromis. À ce moment-là, le notaire reçoit le compromis au format PDF et tous les documents qui ont été chargés sur le site. C'est souvent ce qu'ils reprochent d'ailleurs aux agents, c'est-à-dire de leur balancer le compromis comme ça, mais sans le titre, sans rien. Et je suis bien placée pour le savoir, je l'ai vécu. Et là, on lui donne tout. Donc, le notaire a la possibilité non seulement de tout consulter, mais aussi de faire ses observations. Alors, il ne peut pas modifier le compromis parce que si on leur laisse cette liberté-là, on peut aller loin. Mais simplement, il peut vous faire des commentaires qui vous seront remis sur le site directement. Ensuite, soit vous choisissez d'intégrer les clauses ou les commentaires, soit vous décidez d'en informer juste les clients et de ne pas en tenir compte. En tout cas, c'est vous qui avez la main pour le rendez-vous de signature, qu'il soit à distance ou qu'il soit sur place, là, dans vos bureaux ou dans le lieu qui est vendu. Et c'est vous qui avez la main pour décider de comment avance l'opération. Excusez-moi, j'ai peut-être mal écouté, mais je voulais savoir qui fait signer le compromis. Du coup, si par exemple, moi je suis un agent commercial aujourd'hui qui n'ai pas de carte T, qui fait signer? C'est le notaire, finalement, les notaires clients, c'est vous? Le projet? Alors, c'est vous qui avez la main sur le site, vous êtes autonome. En tant qu'agent co, vous n'avez pas la possibilité de rédiger le compromis. C'est ce que la loi vous dit. Par contre, vous pouvez déclencher une signature. Voilà. Vous avez le droit de déclencher une signature électronique d'un compromis que vous n'avez pas rédigé. Donc, nous nous chargeons de rédiger, de générer le compromis, de faire les modifications si vous avez besoin. C'est-à-dire que si le notaire vous demande une modification, vous ne pouvez pas rajouter une clause dans le compromis, sinon vous devenez rédacteur. Donc, vous nous demandez de rajouter une clause dans le compromis, on le fait, et ensuite, vous avez accès au compromis pour déclencher vous-même la séance de signature, puisque vous êtes autonome et vous pouvez décider de signer vendredi soir à 18h et terminer par l'apéro avant le week-end avec vos clients. Voilà. Nous, on n'intervient pas sur votre relation commerciale. Si un document est demandé à vos clients, c'est vous qui le faites, vous le déposez sur la plateforme, nous le validons et on vous permet ensuite de signer, de notifier la SAE. Ok. Voilà. Alors, l'état daté. Il y a une question de Valentin Parra, justement, qui demande comment faites-vous si vous n'avez pas état daté? Alors, il y a deux cas. Soit vous êtes, vous, habitué à collecter les documents et à ce moment-là, vous choisissez uniquement d'obtenir un compromis de notre part en nous déposant tous les documents. Si on s'aperçoit qu'il en manque, il vous manque l'état daté, il vous manque un PV d'AG de 2020, par exemple, on va vous le signaler.
Et à ce moment-là, vous allez le récupérer avant de pouvoir notifier la SRU. Ça ne vous empêche pas de signer, mais ça vous empêche de notifier la SRU pour l'information de l'acquéreur. Vous ne pourrez notifier que lorsque notre système aura validé l'état daté, le pré-état daté sur la plateforme. On a un autre forfait, donc je vous ai dit le forfait à 400 € hors taxe qui est pour le compromis. Le forfait à 550 € hors taxe, là, on vous fait la totale, c'est-à-dire que on se charge de tout, le compromis, la collecte des pièces allures dans leur intégralité, c'est-à-dire le pré-état daté, on contacte le syndic, etc., mais aussi un état hypothécaire. Pourquoi? Parce que l'état hypothécaire va nous révéler non seulement que votre vendeur est bien le propriétaire, mais aussi quels sont les modificatifs au règlement de copropriété qui ont été signés et publiés. Donc là, on vous garantit totalement que vous avez toutes les pièces allures, y compris le dernier modificatif qu'on n'arrive jamais à voir en général quand on demande au syndic, pour pouvoir signer et notifier la SRU. Voilà, donc c'est un autre forfait que l'on propose, de même qu'on vous propose des procurations, d'établir la DIA également ou un avenant au compromis de vente. Ça, ce sont des options qui peuvent être réalisées au cours de la vie du compromis ou de la vente. J'espère que j'ai répondu à vos questions. Y a-t-il d'autres questions pour Caroline? Alors, vous avez mes coordonnées dans le chat. Alors, l'inscription est libre, hein, vous pouvez vous inscrire sur le site. Il n'y a aucun abonnement. Vous avez besoin de nous, vous cliquez. Vous n'avez pas besoin de nous, et ben, finalement, vous partez en vacances. Et puis, voilà. Et puis, l'acquéreur qui règle la prestation. Écoute, c'est parfait. Merci beaucoup, Caroline, en tout cas, pour ta présentation. Même pour moi, c'était très clair parce que j'ai appris beaucoup de choses. Et puis, merci à tous, en tout cas, pour votre participation aujourd'hui. Merci à Xavier pour ton témoignage et l'amitié que tu nous as fait en souhaitant faire tout ce témoignage et répondre aux questions. Et puis, n'hésitez pas à nous envoyer un petit mail ou même un petit message pour nous dire si vous souhaitez qu'on recommence ce type de webinaire de 45 minutes où on fait intervenir des agents qui utilisent la solution, d'autres solutions qu'on peut trouver intéressantes pour vous. Voilà, n'hésitez pas en tout cas à nous faire un petit retour. Ça nous permettra d'évoluer et de grandir avec vous. Voilà. Parfait, merci et beaucoup. Puis dans ce cas-là, je vous souhaite une super fin de journée et puis un bon mois d'août à venir. Voilà. Merci. Au revoir à tous. Merci.